On va ouvrir, si vous le voulez bien, une grande page santé. Avec tout d'abord ce sujet. Dans un communiqué commun, les ministres de l'Intérieur, de la Santé et le délégué du numérique ont annoncé l'élaboration d'un plan blanc du numérique pour le premier trimestre 2023. Objectif, on en a beaucoup parlé cet été, préparer les hôpitaux aux cyberattaques. Reportage de Geoffrey Defebvre et on en parle juste après. Des piratages informatiques qui entraînent des transferts de patients en urgence vers d'autres hôpitaux. C'est ce qu'ont connu cette année les centres hospitaliers de Corbeil-Essonnes et Versailles. Résultat, un retour au papier et au crayon et des difficultés à trouver les failles. Vous n'avez aucune maîtrise en fait sur que ce soit le matériel proprement dit, donc les cartes réseau, les connexions, les switches, les hubs, enfin tout ce qui est, on va dire, matériel basique au sein des hôpitaux, mais également au niveau des logiciels qui par défaut n'ont pas été produits pour une très grande majorité d'entre eux par des entreprises européennes, et des failles de sécurité existent. Ces failles sont très difficiles à identifier. Le plan blanc du numérique voulu par le gouvernement prévoit la réalisation d'exercices de prévention des cyberattaques pour les établissements de santé les plus prioritaires. Il prévoit également le recrutement de 1500 cyberpatrouilleurs. Et les 20 millions d'euros supplémentaires donc, sont clairement une réaction aux trois grosses attaques récentes au niveau des hôpitaux français. En 2021, un millier d'attaques au rançongiciel ont été constatées en France. Le gouvernement a rappelé que la posture constante de l'État est de ne pas payer des rançons lors d'attaques contre des organismes publics. Voilà, et je suis très heureux d'accueillir, parce qu'on parle beaucoup santé ce matin, le docteur Jamil Rahmani. Je rappelle que vous êtes anesthésiste, réanimateur. Soyez le bienvenu, parce qu'on aura besoin, et je vais avoir besoin de tous vos éclairages. Quelle est votre réaction justement sur ce plan qui est nécessaire? On a vu les ravages cet été. Comme vous dites, ce sont des ravages, c'est absolument dramatique dans la mesure où l'informatique, c'est un des carburants de l'hôpital. C'est-à-dire que sans informatique, on ne peut plus travailler. Mon hôpital, par exemple, est entièrement informatisé. C'est-à-dire que dès l'entrée du patient jusqu'à sa sortie, tout est informatisé. Alors imaginez, c'est le retour à l'âge de la pierre si vous n'avez plus d'informatique disponible. C'est-à-dire qu'on reprend le stylo et le crayon et puis on n'a plus accès à l'antériorité du patient, à ses antécédents. C'est absolument terrible. Et puis il y a la santé des patients aussi qui est en danger. Bien sûr, mais la santé des patients est en danger parce qu'on ne peut plus récupérer les examens complémentaires qui arrivent très simplement sur notre ordinateur. On ne peut plus récupérer les radios. Vous savez qu'on n'imprime plus les radios dans les hôpitaux maintenant. Elles arrivent directement sur votre écran d'ordinateur quand vous êtes médecin. Donc c'est une perturbation profonde du fonctionnement de l'hôpital. D'ailleurs, l'hôpital de Versailles n'en est qu'à 60% de sa capacité. Il ne peut pas faire plus parce qu'il est obligé de fermer un certain nombre de lits à cause du ralentissement de l'informatique, de la suppression de l'informatique. Benjamin Dylan et Karim, je vous donne la parole dans quelques instants, mais place aux spécialistes. Et également Cyril Dalmont, qu'on a pu voir dans ce reportage. Merci d'être avec nous, cher Cyril Dalmont. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Cyril Dalmont, il était urgent d'agir, que le gouvernement prenne les choses en main? Bonjour, effectivement, il est urgent d'agir. Après, il faut bien prendre en compte que ce ne sont que 20 millions supplémentaires, sachant que le problème est colossal, notamment par rapport à la vétusté des équipements informatiques dans certains hôpitaux, les retards à l'allumage de la prise en compte du problème cyber en France et également en Europe, puisque le plan de cybersécurité français, en fait, n'est que la déclinaison du plan européen et du règlement sur la cyber-résilience. Donc, en fait, il y a un besoin qui est stratosphérique en matière de cybersécurité, avec des moyens qui restent, somme toute, extrêmement limités. Petit tour de table, Karim ou... Moi, je ne suis pas un spécialiste de la cybersécurité. Je remarque juste une chose, c'est qu'il me semble qu'il y a une vraie prise de conscience du gouvernement avec la loi d'orientation et de programmation pour le ministère intérieur qu'a porté Gérald Darmanin, une loi qui se chiffre à 15 milliards, faut-il le rappeler, dont 8 milliards seront consacrés à la cybersécurité. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la mise en danger de nos grands
services publics, de nos grandes entreprises et en général donc, une forme de délinquance via la digitalisation de notre société. Cette prise de conscience va nécessiter des effectifs supplémentaires, des experts, des professionnels, une vigilance accrue, donc de mettre aussi le paquet dans le domaine de l'innovation. Je pense que nous ne sommes pas en avance sur ce sujet-là. Il y a une prise de conscience, c'est déjà bien. Dans quel délai va se mettre en œuvre donc, ce plan avec ces 8 milliards qui vont être alloués? C'est peut-être la question qu'on peut se poser dans la période, peut-être qu'on a effectivement donc des entreprises qui vont être en danger. Et Dylan, je me tourne vers vous. On sait qu'il y a eu des sommes colossales qui étaient demandées en plus, et on n'a jamais payé, fort heureusement. Hein, Bien sûr, mais le problème l'avocat que vous êtes. Le problème qu'on a, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on fait un focus sur l'hôpital. Soit, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les structures, toutes les entreprises, personne n'est épargné, aujourd'hui, vont être touchées par ça. Donc, si vous voulez, et le problème qu'on a en parallèle de ça, c'est qu'il y a des experts, des professionnels, mais aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Il y a des boîtes françaises, Finasoft, Wavestone, etc., qui font des choses formidables. Mais il n'y en a pas assez. Et moi, je pense que l'un des gros risques qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut anticiper, peut-être en mettant aussi le paquet sur la formation, c'est qu'on se tourne vers des talents extérieurs. Et ce qui mettrait à mal, je pense, la souveraineté française, si on commence pour des raisons de sécurité à aller chercher des talents aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'encore une fois, on manque je mets des guillemets, de main-d'œuvre et d'experts en France, parce que le besoin est colossal, exponentiel. Et encore une fois, on fait un focus sur l'hôpital, mais je pense que tous les secteurs sont concernés et seront concernés par ce problème. Jamil Ramani. Sauf que malheureusement, le secteur informatique à l'hôpital est le parent pauvre. C'est-à-dire que les moyens alloués en hommes et en machines sont dérisoires par rapport à des sociétés comme Air France, à des grands groupes. Nous n'avons pas assez d'informaticiens et nous n'avons pas de machines de qualité. Un mot, Benjamin Morel, avant qu'on retrouve Cyril Dalmont. Non, il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est lié au sous-investissement. Enfin, je rappelle que là-dessus, l'Union européenne n'a pas du tout de stratégie de ce qu'on appelle souveraineté numérique, que par ailleurs, il y a eu un sous-investissement au niveau français. Il y a quelques années, on a été chercher une boîte américaine, Palantir, pour accompagner nos services de renseignement tout de même. Donc, vous voyez à peu près le retard qu'aujourd'hui on a accumulé. Le deuxième élément, c'est que, vous parliez tout à l'heure du papier, du fait qu'on n'imprimait plus les radios. Mais il y a certains éléments fondamentaux sur lesquels on doit malgré tout encore se reposer sur autre chose que l'informatique. J'ai jamais travaillé sur la cybersécurité à l'hôpital, mais j'ai beaucoup travaillé sur le vote électronique. Quand vous interrogez les spécialistes du vote électronique, ils vous disent qu'il n'est pas possible à ce stade d'assurer la sécurité du vote et en même temps son anonymisation totale. Et vous avez deux pays qui ont dit, écoutez, nous, notre système de vote électronique, il est parfait. Jamais il ne sera hacké, c'est les Pays-Bas et la Suisse. Résultat, au bout de 15 jours, les messieurs les hackers, vous ne hackerez pas notre système, ça a donné lieu à 2 systèmes hackés et les 2 pays ont été obligés de rétro-pédaler. Donc quand on dit aujourd'hui, l'informatique est infaillible, allons au vote électronique. Le risque zéro n'existe pas. Hein. Le risque zéro n'existe jamais tout à fait. Par ailleurs, en matière de vote électronique, vous pouvez bourrer une urne, mais avec le vote électronique, c'est l'ensemble des urnes que vous êtes capable de modifier. En matière hospitalière, vous pouvez toujours essayer de voler un dossier, mais si jamais vous avez une attaque informatique, c'est l'ensemble des dossiers qui peuvent disparaître. Donc là, il y a malgré tout, dans les domaines fondamentaux, un certain nombre de nécessités de garder du papier. Cyril Dalmont, un dernier mot sur cette prise de décision du gouvernement ? Oui, tout à fait. Vos deux invités ont pointé du doigt le problème de la souveraineté numérique. Déjà, il faut bien prendre conscience que malheureusement, depuis 1992, le traité de Maastricht et les traités suivants, les compétences en fait sont allées à la Commission européenne et à l'Union européenne, qui n'est pas un État, qui est une organisation internationale. Et la souveraineté aujourd'hui pose un réel problème, puisqu'en fait, nous ne produisons quasiment plus rien en Europe. Donc, que ce soit les machines, le matériel, que ce soit les antennes relais, que ce soit les câbles sous-marins qui appartiennent à des entreprises étrangères, ou que ce soit les logiciels et les systèmes d'exploitation. Donc, trouver et maîtriser des failles informatiques, former des équipes sur des logiciels ou des matériels qui ne sont pas produits en Europe, c'est un réel problème. Merci en tous les cas, Cyril Dalmont. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut Thomas More.